C'est hyper spectaculaire, je commence à voir des panaches de fumée qui sortent du cratère. Et là, ça commence à trembler. Ouais, je pense que l'éruption, elle est imminente. Ouais, je pense que là, ça va... Ah bah non, parce que c'est le volcan du Havre en béton, vous savez. On est ici pour histoire de se balader. Comme vous le remarquez peut-être, aujourd'hui, je vous fais découvrir cette étonnante ville qu'est le Havre. Une porte ouverte sur le monde depuis des siècles. Le Havre demeure toujours le premier importateur de café en France. Et c'est l'histoire de cet or noir qui m'emmènera à la rencontre d'Elisabeth, à la maison de l'armateur, où sont passés les plus grands négociants d'Europe. Ensuite, je retrouverai Patrick de la maison Jobin. Il est le dernier importateur de café du Havre. Sans quitter la ville, David me fera voyager aux quatre coins du monde grâce aux arômes des cafés qu'il concocte dans sa brûlerie familiale. Et enfin, François, un artiste havrais, partagera avec moi ses carnets de voyage. Alors pour débuter, je vais remonter le fil de l'histoire du Havre et je vais tout de suite aller retrouver Elisabeth qui m'attend là, à la maison de l'armateur. Elisabeth, enchantée. Bonjour monsieur. C'est impressionnant de se retrouver dans cet endroit-là. Alors dites-moi. Je suis très étonnée, je pense. Ah oui, c'est très beau surtout. Si on revient un petit peu dans l'histoire du Havre, là cette maison, elle date de quand et qu'est-ce que c'était exactement? C'est une maison qui a été construite aux environs 1790 par un architecte fontainier de la ville du Havre, un homme de l'art. Nous voyons tout à fait son ambition. C'est un homme assez âgé qui avait déjà d'autres propriétés dans la ville, mais qui voulait absolument, en fin de vie, jeter en l'air comme ça tout ce qu'il avait dans son imagination et tout son génie. Et puis voilà. Pourquoi il avait fait ce puits? Est-ce qu'il y avait, au-delà de l'entrée de la lumière ici, est-ce qu'il y avait un autre intérêt? Est-ce qu'il y avait une symbolique? Alors, vous avez raison, c'est tout à fait symbolique cette maison. Vous voyez, regardez un octogone qui symbolise la terre, un cercle qui symbolise le ciel, une rivière souterraine qui passe dans l'axe de la maison pour emmener tout vers la mer. Plusieurs bassins qui se remplissent avec la marée qui monte, et puis un énorme poteau sur lequel elle flotte, comme cela. Ouais. Alors en fait, tout le monde voulait s'installer ici, parce que c'était le quartier le plus réputé, le plus bourgeois, le plus en vue. Tous les bateaux arrivaient des îles. Et comme on voulait s'installer ici, il fallait être assez judicieux. Il n'y avait que 12 mètres en façade. Et comment installer une maison qui en impose, suffisamment grande, avec 12 mètres de façade? Eh bien, le fait de distribuer les pièces en plan rayonnant comme cela autour d'un puits-lumière, eh ça permet d'étonner, de se montrer, de se sentir puissant. Question d'image alors, déjà à l'époque. Complètement. Je pense qu'il y a plein de choses à voir là-haut. On peut jeter un œil? Allons-y. Déjà, ce que je remarque ici, c'est qu'il y a une impression d'espace qui est phénoménale parce qu'on a le regard attiré partout, on ne sait plus où choisir et du coup, on a l'impression que chaque niveau fait 300 mètres carrés. C'est impressionnant, hein. Parce que vous avez des lignes de force comme ça qui magnifient chaque objet. Vous avez vu, le regard est emmené un petit peu partout et ça diffuse comme ça votre regard et vous avez l'impression que c'est un plateau énorme qui C'est exactement ça. Sympathique. Ça donne envie de visiter. Alors, on commence par quelle pièce? Eh bien, écoutez, là, nous sommes dans la salle à manger. Alors là, c'est l'œuvre d'un second architecte qui est intervenu dans la maison, puisque Martin-Pierre Fouache, l'armateur qui a acheté la maison à l'architecte, a fait venir lui-même son propre architecte, qui était un ancien dessinateur du cabinet du roi, qui avait un grand goût, évidemment, et il a installé ses stucs dans le goût du directoire. Et si on se dirige par là, nous, on arrive dans le salon, j'imagine. Le grand salon, c'est marqué. Le grand salon, voilà, le grand salon. Alors, toujours ces sols. Vous avez vu ces sols remarquables. Incroyable, avec de la avec des parquets, vous avez 6 essences différentes, des bois rares, du citronnier. 1, 2, 3, de l'amarante, 5, il y a de l'acajou de Cuba. Vous avez de l'acajou de Cuba et vous avez même de l'acajou moucheté. Et alors, on a différentes peintures ici. Celle-là, par exemple. Eh bien, écoutez, nous sommes heureux ici de voir le propriétaire de la maison. Entre 1800 et 1816, cet homme habitait ici. Il s'agit de Martin-Pierre Fouache. Alors Martin-Pierre Fouache, qui avait commandé son portrait à Alexandre Rosely. C'était le peintre de la famille royale de Suède et le peintre de la famille royale de France. Ah, quand même. Alors il y a une anecdote dans cette maison que
j'aime raconter parce que c'est quand même un peu triste pour madame, l'épouse de monsieur Martin Pierrefoix, Louise Chausset. L'époux donc avait demandé un portrait pour sa femme. Et pour que le portrait dure un petit peu plus longtemps, parce que ça coûtait fort cher, n'est-ce pas, il avait demandé à ce qu'on vieillisse son épouse. Ah, et ça ne lui avait pas du tout plu. Ah, j'imagine. Alors à côté, là on arrive dans la chambre à coucher. Alors la chambre de madame, madame et monsieur étaient séparés. Ce sont les Anglais qui ont pris l'habitude au milieu du XVIIIe siècle de se rassembler dans le même lit, mais nous étions encore très soft. Les Anglais, je vous adore. Ah, c'est très très joli ça. Asseyons-nous devant le tableau. Tableau de qui? Alors c'est un tableau d'Émile Lobon qui nous a été prêté par la CCI, la Chambre de commerce de Marseille. Les deux ports avaient beaucoup de relations. C'est un tableau qui raconte l'histoire du Havre dans toutes ses grandeurs, dans toute sa dimension. Commerce. Le commerce. Vous avez à droite la maison d'armateur, la maison dans laquelle nous sommes ici. Ouais. À l'époque de la construction de la maison d'armateur, il y avait un quai en bois. Mais là, en 1841, donc c'est 40 ans plus tard, enfin 50 ans plus tard, il y a un quai en pierre. Et puis devant, vous voyez tous ces produits exotiques qui arrivaient juste en face de cette maison. Et ce qui est très particulier au Havre, c'est que vous avez toujours dans les populations, et là on le voit tout à fait sur le bateau, des gens de toutes les couleurs, de tous les horizons, puisque la ville du Havre est une ville cosmopolite, cosmopolite par nature. Certains textes du 19e siècle disent, eh bien, on va aux Grandes Indes, au Havre, comme les Parisiens vont à Saint-Cloud. Finalement, le premier flux ici au Havre, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas la mer, ce n'est pas le flux de l'eau, c'est l'argent. Ouais. C'est le commerce maritime, ce sont les assureurs maritimes, donc tout ce commerce n'est pas toujours visible, mais c'est une place très importante sur le plan national. Ce Havre est le port de Paris, il se passe beaucoup de choses au Havre. Alors justement, parmi toutes ces denrées alimentaires qui venaient du monde entier, qu'est-ce qu'on peut voir représenté sur le quai ici ? Écoutez, d'abord, les grosses balles de coton, vous voyez, elles sont tout à fait au centre, elles étaient très importantes. Des fûts de rhum, du bois de Campêche. Le bois de Campêche, c'est quoi ? Voilà, le bois de Campêche qui servait pour les teintures, pour la préservation des produits, etc. Et puis, évidemment, la denrée la plus exceptionnelle du Havre, celle qui encore aujourd'hui est très importante pour notre port, le café. Le café dans ses sacs ou dans ses fûts lorsqu'il était de très grande qualité. Eh bien justement, au XXIe siècle, le café, c'est toujours une des boissons les plus bues dans le monde. Et le Havre et le café, c'est une histoire d'amour qui continue. Une histoire très importante pour le Havre encore, oui, très importante. Moi, pour en apprendre un peu plus, j'ai rendez-vous avec Patrick, que vous connaissez, un des plus gros importateurs de café en France. Et il se trouve à Havre, justement, pas loin d'ici. C'est une star pour nous, c'est une star ici au Havre. Je vais voir la star du café, alors si j'ai pas de chance. Et puis je vous remercie beaucoup, Elisabeth, parce que c'est vrai que c'est hyper instructif, cette visite. Merci beaucoup à vous. Bonjour Vincent. Ça va ? Très heureux, ça va très bien. Moi aussi, je suis très heureux de vous rencontrer parce que d'abord, j'adore le café. Eh ben, ça tombe bien, t'es en bonne compagnie. Bon, alors ici, donc, il y a un stock énorme de café. Il y a quelle quantité de café dans tous ces hangars ? On peut mettre jusqu'à 8 à 9 000 tonnes de café dans l'ensemble de l'entrepôt. Ce qui représente quoi en termes de consommation en France ? En France, on consomme à peu près 300 000 tonnes de café dans l'année, entre 300 et 350 000 tonnes. Ok. Et alors ce café qui est au Havre, que vous réceptionnez ici au Havre, je vois Colombie, Brésil, Éthiopie, ça vient de partout dans le monde ? Ça vient d'à peu près partout dans le monde, plus essentiellement d'ailleurs de la ceinture tropicale, parce que le café est un produit agricole tropical. Il faut beaucoup d'humidité et il faut aussi que ce soit dans des zones où on peut le cultiver, c'est pas trop en altitude ni trop bas. Donc l'un dans l'autre, vous aurez toujours des cafés qui viennent de la ceinture tropicale. Prenez Tropique du Cancer et Capricorne, entre les deux, c'est là où on produit le café. Ça vient d'où le café à la base ? Alors le café, l'origine du café, c'est l'Éthiopie. Ah. Tout le monde s'accorde à dire que les principaux plants développés ensuite ont été à partir des plants d'origine éthiopiens. Ça, c'est l'origine du café. En revanche, au Havre, comment ça a commencé cette histoire d'amour entre le port et le café ? Le Havre a été, au début des années 1900, le port le plus important européen en matière de commerce de café, et c'était le stock européen le plus fort pour le café. Vous avez même des marchés financiers qui ont été inventés pour le café au Havre. Ça, c'est pas vrai. Donc là, il apporte du café qui vient du Mexique. C'est écrit dessus.
Ay, 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 me gusta mucho el café de México. Ay, ay, ay. El dulce di buon café. El bon café. C'est impressionnant toutes ces quantités de café qu'il y a. Ah oui, les piles, ça impressionne toujours le néophyte parce que les gens n'imaginent pas ce que ça peut être. Mais en fait, on boit tellement de café dans le monde que je me demande toujours d'où il vient, moi. Bah, il vient d'ici, en fait. Bah, il vient pas seulement d'ici, mais en partie, mais grande c'est vrai, partie, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Alors, donc ça fait un bout de temps que le café et le Havre sont associés. Cette maison, Jobin, elle existe depuis quand? Alors, c'est une vieille maison puisqu'elle existe depuis 1871. Alors, j'étais pas encore le dirigeant, hein, je vous rassure. Mais par contre, c'est vrai que moi, ça fait quand même plus de 20 ans puisque j'ai pris la direction de cette maison en 1992. Et c'est un métier absolument passionnant, hein. Vraiment, je ne regrette pas. Hein. C'est vrai. Lorsque j'ai démarré, il y avait à peu près 35-36 sociétés qui travaillaient dans le café. Ouais. Et à tous les niveaux, il y avait des agents, des négociants, des importateurs, des courtiers. Mais grosso modo, je peux dire qu'on est le seul importateur de bonne taille aujourd'hui au Havre. Comment on peut expliquer ça? Eh ben, je crois que tout simplement, on a eu une forte concentration. Vous avez remarqué que dans le monde économique où nous vivons, la concentration, c'est un phénomène répandu. Ouais. Et bien, le café n'y a pas échappé. Alors, je suis étonné déjà, en fait, dans le monde ultra technologique dans lequel on est, le café, il est stocké dans de la toile de jute. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la toile de jute est parfaitement adaptée pour la conservation. Ça permet à la fois de respirer et de ne pas altérer le goût du café. Parce que le grain de café que l'on voit, vous allez voir tout à l'heure après sondage, c'est une véritable pompe à odeur. Donc, il faudra un produit relativement neutre pour l'envelopper et le stocker. Et alors, dans tous les cafés que vous avez ici, si vous en aviez un à ressortir, ça serait lequel? Celui dont vous êtes le plus fan? Alors, personnellement, j'aime beaucoup les cafés d'Éthiopie. Ouais. Pas seulement parce que c'est l'origine du café, mais parce que je trouve que ce sont des cafés à la fois acides et très aromatiques, bien équilibrés et qui n'agressent absolument pas le palais. Aujourd'hui, c'est quoi la tendance? On aime quel type de café? Alors, en général, les gens aujourd'hui qui pensent connaître un petit peu le café préfèrent l'Arabica au Robusta. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez des milliers de tonnes ici. Est-ce que vous êtes encore fasciné par le café? Vous aimez encore cette odeur? Vous n'êtes pas dégoûté par cette odeur de café? Alors d'abord, dégoûté sûrement pas, j'y serais plus. Et puis en tout cas, fasciné, oui, toujours, parce que c'est un produit merveilleux. C'est un produit où on rencontre à la fois des problèmes financiers et juridiques, mais surtout, on rencontre des hommes. Et ça, les contacts humains, que ce soit dans les pays producteurs ou en aval, c'est-à-dire avec nos clients, c'est une richesse extraordinaire dans notre métier. Tout le reste, c'est de la technique. Ce qui est important, c'est l'homme. Est-ce qu'il y a une possibilité pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de ces sacs, pour savoir, je veux être sûr que c'est du café, moi. Donc en résumé, vous voulez voir du café? Allez, viens, je vous emmène. Messieurs, bonjour. Lorsque le café arrive, on demande à notre ami Stéphane de bien vouloir sonder en général dans à peu près 10 à 15% des sacs. Ah, quand même? Ah oui, tout à fait, pour avoir un aperçu général, ce qu'on appelle la commune du lot. Ouais, d'accord. Et de cette commune, on prend un échantillon moyen qui nous permet, nous, ensuite de le torréfier, de le déguster, de vérifier la qualité. Okay. Alors, Stéphane, vas-y, prélève-nous un peu de café, là, montre-nous ton savoir-faire. Vas-y, là. Alors, là, c'est pas encore un kawa, hein. Ah oui. Non, pas encore. On y est avant. Là. Voilà. Alors montrez-moi ce café. Là, on a du café. Alors en fait, le café, à l'inverse de ce qu'on peut imaginer, quand il arrive ici chez vous, il est beaucoup plus clair. Tout à fait, il est vert, c'est ce qu'on appelle du café vert. Et là, vous avez un café d'Amérique centrale, qui est un café en plus lavé, vous voyez, donc avec un aspect relativement homogène. Il y a un vert un petit peu bleuté, et c'est un café qui a plutôt un bel aspect, et qui est en général, d'ailleurs, très bon. Hein. Je ne pensais pas que ça n'avait pas de goût, le café, avant d'être torréfié. Non, ça n'a quasiment pas de goût. Non. Mais ça n'a aucun goût? Non, il faut que ce soit torréfié pour développer l'arôme. Ah, d'accord, ok. C'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est une réaction chimique bien connue, comme le caramel. Ah, d'accord. Et ça va révéler les arômes du café? Exactement, tout à fait. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way. Bon le café, c'est vrai que c'est un univers qui est assez fascinant et j'imaginais pas en fait qu'on pouvait avoir autant de provenance. En revanche, j'imagine que là, le travail, il n'est pas du tout terminé. Le café, il y a encore du boulot dessus, non? Ensuite, il faut le torréfier, il faut le conditionner, le moule, le conditionner et quelquefois aussi quand même le boire. Bon, voilà, c'est là que je vais rencontrer David, qui est torréfacteur au Havre, que vous connaissez, je crois. C'est à la fois un bon client et un bon copain. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Vous serez bien traité avec lui. Je lui passe le bonjour. Merci beaucoup, Patrick. Au plaisir. À bientôt autour d'un petit café. Au revoir. Ah, c'est là. Livraison de café. Ah, il est bon mon café de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Livraison, David, attention.
Il y a du lourd. Parfait. Hop. Bonjour Vincent. Bonjour David. Ça va bien? Enchanté. Bon. Très bien, ça me fait plaisir de vous rencontrer parce Ben que oui. vous savez, j'adore le café. Eh ben c'est le bon endroit. Et dites-moi, alors vous êtes le responsable donc, de la société Charles Damicon qui existe depuis un certain temps maintenant. Depuis 50 ans cette année. On fête nos d'accord. 50 ans, donc c'est une grande date pour nous. Une société familiale, on est 9 personnes et on fait du bon café depuis de nombreuses années. Voilà. Alors vous allez me révéler tous vos secrets parce que je suis très étonné. Quand j'étais avec Patrick là à l'instant, j'ai goûté un grain de café qui n'était pas torréfié et j'étais très étonné de voir qu'il n'y avait aucun goût. Oui, exactement. Bah, c'est-à-dire que en fait, le café, il prend son goût et il prend ses arômes uniquement dans la torréfaction. Donc nous, tout le métier et tout notre art, bah, c'est en fait de créer ces arômes et de développer ces arômes, les arômes propres à chacune des origines de café. Alors comment ça se passe? Comment on torréfie du café? Bah, on va commencer par préparer un lot de torréfaction. Donc Ok. on a un lot de notre mélange assemblage royal. C'est notre mélange phare, c'est D'accord. celui qui remporte un grand succès depuis des années. Donc ce que je te propose, c'est qu'on prépare ça Ok. et qu'on le fasse ensemble. D'accord, alors on prend quel café? Il est où? Alors on va prendre notre premier café, on va prendre du Congo. On a 20 kg de Congo à mettre. Hein. C'est Allez, vrai? c'est parti. Allez, on y va. Voilà, Ah, voilà quand même. Hein. on verse. Ah, c'est bon. C'est bon, ok. Alors, on met un autre Alors, café on dedans, met c'est ça? du Brésil. Brasil. Il est encore plus clair celui-là. Ah oui, celui-là il est clair. Hein. Une fois qu'on a donc mis le café à l'intérieur de cette crémie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à l'aspirer très doucement, sans casser les grains, et le faire monter dans la trémie d'attente de notre appareil à torréfier. Ok, on ferme la porte, c'est On ça? referme la trémie. Allez hop. Bon voyage. Voilà. Et ça, c'est notre nouvelle machine qu'on a installée en décembre 2015. Donc, on a vraiment le nec plus ultra pour allier la torréfaction traditionnelle et vraiment la haute technologie. Donc là, ça consiste à déterminer différents stades de torréfaction qui va nous permettre de développer les arômes. Le mot torréfaction, ça vient d'où? Ça veut dire? Alors, ça vient tout simplement de l'italien qui veut dire rôtir. Ah, retire. En fait, voilà. Ah oui. Donc Parce on que rôtit le café. on rôtit le Ah, c'est café. marrant. On est prêt à l'envoyer dans l'appareil à torréfier quand tu veux. D'accord. On va jeter un œil. Ok. Donc là, on arrive à l'étape la plus importante qui est, à proprement parler, la torréfaction. Ça y est, on est prêt. Vient de mettre la machine en chauffe. On a un lot qui est en attente dans la trémie et la machine est OK pour démarrer la torréfaction. Ça y est, on va pouvoir. Donc là, on est très chaud. Hein. Ah, il passe là. Ça y est, on le voit en train d'être aspiré. Voilà, le café tout frais torréfié, Ah, il est tiède encore. qui a été très bien développé et qui a une belle teinte homogène. Il est très doux celui-là. Des odeurs très douces. Hein. Voilà, il a des arômes très très doux, très équilibrés. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à le goûter. Ah, ça c'est une bonne idée. Donc voilà, donc on va faire la le dégustation meilleur moment. de café. Voilà, 3 super cafés à déguster. Premier café. Ah oui, alors ça c'est un café qui est un peu... C'est pas le genre de café que je préfère, un petit peu acide. J'ai l'impression plutôt florale. C'est un café lavé du Costa Rica. Ah, Costa Rica, d'accord. Costa Rica, de la vallée du Tarrazú. Donc c'est vraiment la région la plus emblématique du Costa Rica. Alors là, oui, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Un café qui vient d'un pays totalement emblématique du café. Il vient d'Éthiopie, de la région de Harar. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je l'aime bien alors. Voilà. Pour la petite histoire, ce café-là, il a été importé pour la première fois en France par quelqu'un d'assez connu qui s'appelle Arthur Rimbaud. Ah ouais. Et le dernier, donc café semi-lavé. Alors un café très original, Au nez. atypique, Ah, c'est long en bouche, café très très Oh. long en bouche, café qui vient de Sumatra, de l'île de Sumatra, Ah, café d'Indonésie. d'accord. Bah écoute, je vais garder un super souvenir de cette découverte. Je te Ok. remercie David. Merci Vincent. J'ai vu de ta venue. l'artisan, maintenant je vais aller voir l'artiste. Ok, au revoir. Beat.
François. J'ai donné rendez-vous ici. Ah, François. Enchanté. Enchanté, bonjour. Alors François, toi tu es artiste, Oui. tu travailles au Havre et tu m'as donné rendez-vous ici. Pourquoi précisément? Je pense que c'est la plus belle vue que je connaisse de la ville. Toi tu es havrais? Oui, je suis à vrai, oui. Tu es né ici, Oui. tu as vécu ici toute ta jeunesse, ton Oui, enfance, oui. tu vis encore au Havre. Ouais. Qu'est-ce que, quand tu vois le Havre aujourd'hui, c'est quel regard que tu as? Je trouve que c'est une ville qui commence à bouger, quoi. Voilà. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était dans les années 80, quoi. Et c'était beaucoup plus sombre pour moi. Ouais. Là, les choses commencent à s'éclaircir. Qu'est-ce qui fait que c'est une ville qui, toi, t'a intéressé? Parce que de toute façon, tu n'as pas eu le choix, tu es du Havre. Ouais. Et est-ce que tu penses que cette ville qui, toi, t'a inspiré en tant qu'artiste et c'est une ville qui peut stimuler les artistes? Oui, c'est une ville qui m'a inspiré. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que j'y suis resté. Elle a un côté comme ça assez brut. Un peu austère. Oui, mais en fait, même dans le béton, on peut y voir une certaine douceur par moment, avec la lumière, etc. En termes d'artiste, en termes de travail artistique, qu'est-ce que la ville de Havre a sorti de meilleur? La ville du Havre a sorti un des tableaux les plus célèbres du monde, qui est Impression Soleil Levant de Claude Monet. Et on dit de ce tableau que c'est le tableau créateur de l'impressionnisme, Exactement. puisque c'est lui qui a donné ce premier nom, Impression, sur cette toile. C'est- Les artistes jeunes comme toi aujourd'hui, toi, qu'est-ce que justement tu as développé comme collectif, par exemple, au Havre? Là, dernièrement, j'ai été appelé par la ville du Havre. On m'a demandé d'écrire un projet pour partir dans une ville du monde entier. Que Et tu donc, choisissais, que tu avais je le droit de choisissais, choisir. voilà. Et donc j'ai choisi de partir pour Détroit, en fait, aux États-Unis. Je cherchais, disons, une ville avec un caractère très 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 fort comme il y a ici. Je voulais chercher une sorte d'équivalence, en fait. Quelle comparaison on peut faire entre Alors, les deux villes? ces deux villes qui ont été traumatisées. Voilà. Une ville, Le Havre, a été bombardée, rasée en 1944. Et Détroit a souffert d'une crise économique épouvantable. Et quand j'y suis allé, c'était au-delà de ce qu'on pouvait, pas espérer, mais voir en fait ouais. dans sa destruction, en fait. Est-ce qu'il y a un lieu particulier qui, toi, t'a inspiré pendant ta jeunesse et qui a fait que peut-être tu es devenu artiste après? Oui, il y a un endroit où il y avait une friche où je suis resté pendant quelques années sur le port. Ça existe encore? Ça n'existe plus, mais il y a encore les traces de tout ça, de ce passé. Je sens que ça va beaucoup me plaire, moi. On y va? Ouais, d'accord. Allez. On y va. And where down we go, way down. Donc ça, c'est quand même un site très représentatif. Hein. Ah bah ça, ouais. On l'appelle comment? Bah, le volcan. Le volcan. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall. Il y a la couleur ici. Hein. Ouais. Le lieu de la couleur. C'est vrai que quand c'est une autre ville en fait. Dans le Havre, Ah bah oui, c'est oui. une ville et le port, c'est presque une autre ville. Ouais, oui. Il y a une ville qui bouge. Avec Les paysages changent. de l'eau turquoise, un soleil comme ça, lunettes de soleil tropicales. Ah bah voilà. Donc toi, tu venais souvent ici quand tu étais jeune, c'est ça? En fait, il y a une vingtaine d'années, on occupait la partie de ce bâtiment et qui a disparu maintenant. On a occupé pendant une petite dizaine d'années. Alors toi, aujourd'hui, tu continues évidemment ton travail d'artiste. Ouais. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Je peux regarder. Bah, j'ai amené quelques dessins que j'ai pu faire à Détroit. Donc voilà, je peux montrer je peux montrer, ouais, bien sûr. Donc ça vole un peu, c'est assez fragile. Ce sont des dessins Sur du papier de soie. réalisés au stylo-bille sur du papier de soie. Ouais. Il y a une impression de désolation. Bah oui, parce qu'en fait, quand on va à Détroit, on est saisi par l'ambiance de fin du monde qui peut y régner, quoi. Joyeux tout ça? Ouais. Mais par contre, ce qu'on peut souligner, c'est que les habitants sont très chaleureux Ah oui. à Détroit, ouais, très, très amicaux. Ils étaient surpris que tu viennes du Havre pour Ouais. faire ce travail chez eux? Qu'est-ce qu'on Ouais. dit, qu'est-ce qu'on t'en disait? Bah, on m'a pris pour un extraterrestre.
En tout cas, c'est chouette parce que tu en parles avec passion. Et puis, tu fais un beau parallèle entre les deux villes où vraiment l'évolution, le changement, la modernité qui arrive et puis la difficulté de la vie aussi. J'imagine, ouais, il y a ouais, aussi beaucoup de ça dans ce que tu racontes. Ouais. Bon, ben, je te remercie beaucoup, François. C'était une belle Merci. rencontre et ça va me permettre de voir le Havre différemment maintenant. Si vous aussi, vous avez bien aimé cette balade au Havre, dans cette ville en permanente évolution, bah, n'hésitez pas à revoir le replay de l'émission sur le site france3.fr. Et puis moi, je vous dis à tantôt. Vous me dites si je peux travailler pour vous ou pas. Oh la vache! Et hop! Et hop! Boum! Voilà, un piano forte. Il est un petit peu fatigué, hein? Il est même très fatigué, très fatigué. Oh là là, là c'est la chambre où il se passait plein de choses cochonnes. Non, pas du tout. Avec une très belle lumière, ça c'est pour tout le monde. Eh, on est bien là.